L'épargne abondante des Français et notamment des retraités brille-t-elle la croissance? Eh bien, à la lecture des derniers chiffres de l'INSEE, il semble que ce soit plutôt oui. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Charles, le PIB ne devrait progresser, nous a dit l'INSEE il y a quelques heures, que d'un petit 0,6% cette année. Avec en toile de fond, c'est pas tellement la croissance, le fait que ce soit revu de 0,7 à 0,6%, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr. Mais en toile de fond, il y a un taux d'épargne des ménages qui a atteint un niveau historique, 18,8%, du jamais vu depuis 45 ans. Évidemment, qui dit plus d'épargne dit moins de consommation. C'est le gros moteur de la croissance en France, c'est la conso, ça on le sait. Mais en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir aux Français d'épargner on parlera d'ailleurs d'abord des Français, puis ensuite des retraités, d'épargner quand la conjoncture elle est dégradée, quand l'environnement géopolitique notamment, et politique est tant imprévisible. Non seulement on ne peut pas leur en vouloir, mais en plus c'est extrêmement sain, c'est extrêmement logique, c'est extrêmement prévisible. Et je dirais même que si nous laissions l'État se faire gérer par les Français réellement, hein, pas par les professionnels de la gestion, les Mozart de la finance et les énarques de la politique. Non, non, je parle de vrais Français qui savent ce que c'est que gérer un budget on va dire avec une trésorerie positive. Vous voyez, l'État se porterait beaucoup mieux, évidemment, si c'était Madame Michu qui était à Bercy et pas Monsieur Lombard, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour notre ministre de l'économie. Donc voilà, c'est logique, David. Quand il y a des incertitudes, on épargne. Quand les incertitudes augmentent, on épargne plus. Quand on n'a pas confiance dans l'avenir, on épargne évidemment encore plus. L'économie est avant tout affaire d'anticipation des agents rationnels économiques que sont à la base les gens, les familles, etc. Et donc, ce qu'on s'applique à nous-mêmes en tant que famille, bah évidemment, faut pas s'étonner que tout le monde fasse un petit peu la même chose au même moment, puisqu'on évolue tous dans le même contexte. Donc, c'est extrêmement prévisible. Ouais. Plus l'État va mal gérer, plus on va avoir tendance à épargner. Après, il y a ce chiffre, encore une fois, je le rappelle, quasiment 19% de taux d'épargne du revenu disponible brut, c'est la définition statistique de l'INSEE, du jamais vu quasiment depuis un demi-siècle. Le point marquant là-dedans, c'est que les 2 tiers de la hausse du taux d'épargne est du fait des retraités. Qu'est-ce que ça nous dit, encore une fois? Parce que l'INSEE a noté pourtant que les pensions progressaient 2 fois plus vite que l'inflation en 2024, et pour autant, les retraités n'ont pas plus consommé, bien au contraire. Eh ben oui, mais parce que David, ça nous dit, je vais enfoncer quelques portes ouvertes et enchaîner les lapalissades. Mais bien évidemment, alors déjà, on parle pas de tous les retraités. Évidemment, celui qui a une petite pension a ce qu'on appelle pompeusement une propension à consommer les augmentations qu'il reçoit bien plus forte que celui qui a une grosse pension. On Bien parle même, entendu, quand pardon, je parle au professeur Sana, on parle de propension marginale à consommer, pour être précis. Et bravo, Bravo, bravo. bravo pour la précision, David. Exactement. Et donc, c'est très logique. Celui qui gagne 1200 euros de pension, eh ben, si on le passe à 1300, eh ben, bien entendu, les 70 euros de plus qu'il va avoir, il va directement les consommer parce qu'il en a réellement besoin pour améliorer son quotidien. Celui qui a 4000 euros net de pension et qu'on va passer à 4005, eh bien, ces 500 euros-là, il va pouvoir les épargner. Donc déjà, il y a bien entendu une distinction à faire entre les différents revenus des retraités. Et puis ensuite, également extrêmement logique. Quand vous gagnez 4000 euros, que vous avez payé votre logement, que vous ne conduisez plus beaucoup, que vous êtes dans une maison de retraite, dans une résidence service comme mon papa par exemple, bon, eh bien, vous ne sortez plus faire la bamboche avenue Montaigne et donc votre propension marginale à consommer, David, votre augmentation, elle est extrêmement faible et donc vous l'épargnez. Alors, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est les ressorts de cette épargne supplémentaire, David.
C'est-à-dire que nos anciens épargnent plus pour pouvoir à la fois aider, hein, donc c'est la notion d'assistance des plus jeunes générations, et puis à la fois pour pouvoir transmettre, et c'est leur petite part d'éternité que de pouvoir transmettre le fruit de leur travail et d'une vie de travail à leurs enfants. C'est à la fois une part d'éternité, puis c'est à la fois pour ceux qui aiment leurs enfants une grande fierté que de pouvoir leur laisser quelque chose. Oui, donc ça veut dire qu'en creux, ces épargnants, pour le coup, enfin retraités épargnants, ne vont pas investir ça dans l'immobilier ou dans la bourse. Ça reste vraiment, encore une fois, sauf pour les plus aisés. C'est ça que vous voulez dire aussi. Ouais, même pas forcément pour les plus aisés, c'est vraiment une question d'âge. En plus, si vous regardez actuellement, vous avez énormément de gens qui avaient des patrimoines. Il y a eu un article de nos confrères du Figaro là-dessus. Tous ces petits investisseurs immobiliers, mais on parle de gens qui ont 10, 15, 20 biens, souvent qu'ils ont pu hériter, et ils sont en train de s'en débarrasser parce qu'ils en ont marre du locatif, de l'immobilier, trop compliqué, trop de gestion, trop de tracas, etc. Et donc, en fait, ils sont en train de se débarrasser plutôt de leurs biens. Donc, oui, effectivement, on n'investit plus dans l'immobilier en général quand on arrive vers 60, 65 ans. On est plutôt en phase de délestage pour aller sur des produits qui sont beaucoup moins contraignants en termes de gestion. Alors après, il y a une autre question que je voulais, une autre manière aussi, une autre réflexion à avoir sur ce sujet-là, c'est la place de la consommation dans l'économie. Et cette place c'est de le principal moteur de la croissance française, comme ça l'est encore plus aux États-Unis. eh bien, c'est un très mauvais moteur. Voilà. Et c'est un moteur d'imbécile économique, c'est un moteur d'indigence intellectuelle économique. Et quand votre modèle économique de croissance est basé sur la consommation, je crois qu'il est important de dire que vous n'avez strictement rien compris à l'économie. Et c'est quand même à peu près le cas de ceux qui nous dirigent depuis 40 ans. Qui ouais, nous pardon, ont amené... je vous coupe Charles, mais on fait l'éloge des États-Unis. Ils ont 2 points de croissance par an en plus que nous et ils dépendent encore plus de la consommation que nous. Donc, Oui, ça se discute. et c'est Hein. totalement stupide pour les États-Unis aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un modèle de croissance économique, David, qui ne repose que sur la consommation, ce qui implique que l'alpha et l'oméga de tout votre système, mais également de votre système de valeurs, de votre système social, de votre système quasiment philosophique ou spirituel, repose sur l'accumulation de bidules dont on n'a pas besoin, produits dans des conditions de pollution que la planète ne peut plus se permettre, et achetés avec de l'argent qu'on n'a pas. Et le tout avec des déficits pas possibles, parce qu'en plus on produit plus rien et qu'on l'achète à l'étranger avec des déséquilibres monumentaux. Donc vous voyez bien que ce modèle économique-là, vous ne pouvez pas me parler d'écologie quand tous les jours je remplis mes 250 litres de poubelle jaune, quoi. Donc je suis pas dans la moraline, je suis pas en train de juger les gens. Hein. Je suis en train de dire que là, on a atteint un niveau de paradoxe qui est tel que si on a l'industrie du recyclage, c'est parce qu'on a l'industrie de production de masse, parce qu'on a la consommation de masse. Et donc, le recyclage n'est là que pour acheter l'indulgence de la consommation de masse et de nos comportements. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble du système économique aujourd'hui qu'il faut revoir. Et tant qu'on ne le reverra pas, David, de toute manière, on ne va aller que d'expédient en expédient et on ne va faire que reculer l'étape de l'effondrement que chacun redoute, mais qui est inéluctable si on continue comme ça. En tout cas, à court terme, ce comportement d'attente de la part des Français, notamment des retraités, qui représentent 2/3 de la hausse du taux d'épargne en 2024, c'est un frein à la croissance à court terme. On peut se... Non, c'est pas un frein à la croissance. On peut aussi se dire que l'accumulation de capital va permettre de financer les investissements de demain, David. Donc, est-ce que avoir un gros taux d'épargne, c'est pas plus intéressant qu'avoir une consommation débile de bidules dont on n'a pas besoin? Le capitaliste à papa que je suis pense que l'accumulation de capital a bien plus d'intérêt macroéconomique que la consommation, parce que c'est l'accumulation de capital qui permet l'investissement dans la future croissance de demain. Alors, je vous cite des exemples, mais
l'investissement dans l'intelligence artificielle, l'investissement dans la formation de nos gamins, l'investissement dans la création d'entreprises, l'investissement dans, je vous avais parlé la dernière fois de l'homme le plus riche de Babylone, dans la manière dont on peut apprendre à notre population, évidemment, la création et les processus de création de richesse et d'entrepreneuriat, pour que, au bout du compte, on ait une société qui soit prospère dans sa globalité. À la base, tiens, je vous renvoie à la définition du succès de Monsieur Gaudin, créateur du Familistère et des poêles Gaudin, qui finalement embêtait beaucoup les communistes de l'époque avant la Révolution, parce que lui, concrètement, c'était un entrepreneur tellement social, il logeait les ouvriers, machin, etc. Intéressez-vous à l'histoire de Monsieur Gaudin et de son Familistère. Et donc, Monsieur Gaudin disait capital plus travail égale succès. Et donc, évidemment, c'est une recette vieille comme le capitalisme. Et qui est à méditer en France. Il faut beaucoup de capital, beaucoup de travail, et c'est à ce prix-là qu'on réussit, et c'est valable pour l'ensemble de la société française. Il faut arrêter avec la société des ouin-ouin, il faut arrêter avec la société de la surconsommation, il faut se retrousser les manches, il faut mettre de côté, il faut accumuler notre capital, il faut l'investir, et il faut bosser, les gars. Allez, les gars. Merci, les gars. Merci, Charles Sana, donc, fondateur du site Insolentsia. Merci, Charles. Salut. Merci David, bonne semaine à tous.